Au cœur de la liberté, vidéo numéro 9. Imaginez un instant qu'on puisse définir le bien et le mal avec la même certitude qu'une loi de la physique. Eh bien, c'est le pari un peu fou de Murray Rothbard avec son éthique de la liberté. C'est un système qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, pas vrai? Comment on fait pour définir le bien et le mal de manière objective? La plupart du temps, nos réponses, elles dépendent de nos croyances, de notre culture. Mais l'ambition, ici, c'est de trouver une base universelle, un principe tellement fondamental que tout le monde pourrait s'accorder dessus. Alors pour bien comprendre cette logique, on va suivre un chemin assez précis. D'abord, on va se demander à quoi ça sert cette éthique. Ensuite, on va découvrir ces deux piliers, les fondations de tout le système, qui vont nous permettre de redéfinir complètement le bien et le mal. On verra aussi une distinction super importante entre ce qui est un droit et ce qui est une simple préférence. Et pour finir, on se posera la question, est-ce qu'un tel système peut vraiment être universel? Allez, on commence par le but du jeu. Première chose à bien comprendre, cette éthique ne cherche pas du tout à dire comment il faut vivre sa vie ou comment être une bonne personne. Non, son seul et l'unique objectif, c'est de créer un guide pour la justice, une sorte de code de la route pour une société libre. En fait, si on y pense, cette éthique n'est utile que parce qu'on ne vit qu'en dans un monde parfait. Si personne n'agressait jamais les autres, on n'en aurait pas besoin. Elle intervient un peu comme un arbitre, un ensemble de règles qui s'activent seulement quand il y a une agression. Et cet arbitre, il se base sur des principes concrets, pas sur de vagues opinions. Ok, mais pour construire un système pareil, il faut des fondations qui tiennent la route. Et ici, tout repose sur deux piliers, deux axiomes qui sont considérés comme indiscutables. Le premier pilier, c'est le libre arbitre. Assez simple en soi. Si on est libre de faire des choix, alors on est aussi responsable des conséquences. Logique. Le deuxième est un peu plus subtil. C'est l'axiome de l'argumentation. L'idée, c'est que pour débattre, pour argumenter, il faut déjà accepter qu'on est propriétaire de son corps, de sa voix. Essayer de prouver que le droit de propriété n'existe pas, eh bien, pour le faire, on utilise déjà sa propre propriété. De ces deux idées découle le principe de base, la propriété de soi. Une fois qu'on a posé ces fondations, la responsabilité et la propriété, on peut enfin s'attaquer aux grands mots, le bien et le mal. Et vous allez voir, la définition devient très très concrète et peut-être même un peu surprenante. Alors attention, c'est là qu'il faut bien s'accrocher. Dans ce système, une action bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est admirable ou morale. Non. Bonne, ça veut simplement dire qu'elle est légitime, incontestable. Toute action qu'on exerce sur sa propriété sans toucher à celle des autres est bonne. C'est une définition purement juridique, en fait, pas du tout morale. Et du coup, par pure logique, le mal devient tout aussi concret. C'est tout simplement l'interférence avec la propriété de quelqu'un d'autre. C'est l'acte de franchir la ligne, d'agresser. Le mal ici, c'est l'initiation de la force. Point. On arrive maintenant à la distinction la plus importante de tout ce système, et sans doute celle qui fait le plus grincer des dents, la différence entre un droit objectif et une simple préférence personnelle. Le point crucial, il est là. Nos goûts, nos dégoûts, nos opinions, tout ça, ce sont des préférences. Mais ces préférences ne créent absolument aucun droit. Ce qu'on trouve bien, mal, beau ou laid, c'est un jugement de valeur, une opinion. Mais selon cette éthique, ça n'a aucune, mais alors aucune influence sur le droit d'une autre personne d'agir. Donc pour être bien clair, une action peut être bonne au sens éthique qu'on vient de définir, c'est-à-dire légitime parce qu'elle se passe sur sa propre propriété, tout en étant complètement désapprouvée par la société. Nos préférences personnelles n'annulent pas le droit de quelqu'un d'autre. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple concret. Un consommateur de drogue. D'un point de vue éthique, dans ce système, son action est bonne. Pourquoi? Parce qu'il agit sur son propre corps, qui est sa propriété. Il est donc dans son droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit trouver ça bien. C'est là qu'intervient notre préférence. On peut personnellement trouver son comportement dangereux ou immoral. Alors, quelle est la réponse légitime selon cette logique? Ce n'est pas d'utiliser la force contre lui, mais d'exercer notre propre droit de propriété, celui de ne pas s'associer avec cette personne. L'ostracisme ou la discrimination sont vus ici comme des outils sociaux, une conséquence de la liberté d'association qui permet d'exprimer ses préférences. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, si on tire le fil de cette logique jusqu'au bout, ça nous mène où? Est-ce qu'on peut vraiment construire une éthique universelle sur cette seule base? Pour ses partisans, la grande force de cette approche, c'est justement son universalité. Peu importe la culture, l'époque, le principe de propriété, lui, reste tangible. Le mécanisme serait donc le même partout. Le bien, c'est l'action sur sa propriété, le mal, c'est l'agression. Ce qui changerait d'une société à l'autre, ce ne seraient pas les droits, mais seulement les préférences collectives et donc les choix d'association des gens. Et là, si on accepte cette prémisse, que la seule éthique, c'est le respect de la propriété et du consentement, une question un peu explosive se pose immédiatement. Et la politique dans tout ça? Si on applique cette grille de lecture au monde politique, le raisonnement est assez implacable. Suivons les étapes. 1. L'éthique, c'est le respect de la propriété. 2. L'action politique, par nature, impose des décisions sans le consentement de tout le monde. L'impôt en est l'exemple parfait.
3. Ces actions sont donc vues comme une agression contre la propriété des individus. La conclusion, du point de vue de ce système, est radicale. L'action politique serait sacrificielle, elle force certains à se priver pour d'autres, et elle serait donc par définition non éthique. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour terminer. Est-ce que bâtir toute une éthique sur ce seul et unique pilier de la propriété, c'est suffisant pour adresser toute la complexité des relations humaines ? Ce système offre une clarté redoutable, c'est certain, mais peut-il vraiment tout résoudre ? La question, bien sûr, reste ouverte.